Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce premier webinaire Digital Frontier Institute de l'année 2024. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver en ce mois d'avril où nous organisons ce webinaire. Donc, nous avons choisi pour thème le décryptage de la souveraineté numérique en Afrique. Pourquoi le choix de ce thème? Tout simplement parce au mois de mars, plus précisément le 13 mars, nous avons connu une coupure généralisée de la fourniture du service d'accès Internet, due principalement à des ruptures de câbles sous-marins océaniques. Donc, euh, les pays ont été touchés à des degrés divers, c'est-à-dire, par exemple, la Côte d'Ivoire a été touchée à un niveau quand même assez prononcé. Il y a d'autres pays également qui ont été fortement impactés par cette rupture du service d'accès Internet, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Ghana. Et donc, la question qui se pose, c'est la question de la souveraineté numérique, ou tout au moins on parlera de la dépendance vis-à-vis des infrastructures non contrôlées par les Africains. Au niveau de la donnée, nous savons tous que la plupart des Africains utilisent des services de messagerie étrangers, plus particulièrement le service de messagerie Google. Donc, tous ces éléments amènent à s'interroger sur la question de la souveraineté numérique de nos États. Nous n'allons pas occulter le fait qu'un certain nombre d'efforts ont été fournis par nos États en matière d'aménagement du cadre réglementaire des données personnelles, en matière de développement, de déploiement de nouvelles infrastructures, par exemple le déploiement de backbone qui permettent la fourniture d'accès Internet, même dans les zones reculées, les data centers qui ont été mis en place, également tout ce qui a été fait au niveau de la réglementation pour faciliter l'identification numérique ou par des procédés biométriques des populations. Bref, il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été fournis par nos États, mais la grande question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel niveau pouvons-nous aujourd'hui affirmer une certaine souveraineté dans notre espace numérique. Donc, c'est la question principale à laquelle nous essayerons de répondre avec notre expert, avec qui nous allons essayer de mieux comprendre ce que c'est que ce concept de la souveraineté numérique. Nous ferons également un petit état des lieux en Afrique, puis l'expert partagera avec nous sa feuille de route, voilà, qui pourrait permettre à nos États de pouvoir affirmer leur souveraineté sur leur espace numérique. Donc, sur ce webinaire, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Zagayou, qui est un expert en stratégie et innovation. Je souhaite la bienvenue à Fabrice, qui n'est pas étranger, qui est assez familier au webinaire Digital Frontier. Fabrice, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Merci bien. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Peut-être, Fabrice, vous pouvez nous dire un petit mot sur vous avant que nous puissions commencer ce webinaire. D'accord. Bonjour à tous. Fabrice, bon, déjà, j'aimerais dire, en parenthèse, que tout ce que je dirais aujourd'hui m'engage moi et non pas mon employeur actuel. Je voulais faire cette petite précision-là avant de commencer les interventions. Fabrice, c'est 14 années d'expérience. C'est quelqu'un qui a bolingué. C'est un ancien de Deloitte, d'Amaran Consulting, où j'accompagnais les gouvernements et les entreprises sur la transformation digitale, les plans stratégiques et l'inclusion financière. Fabrice, c'est quelqu'un qui a une lourde casquette en télécommunication. Par exemple, MTN, où j'ai lancé MTN Mobile Money en 2009 en Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis au groupe Orange où je m'occupe de tout ce qui est stratégie, enfin, proposition de valeur et modélisation sur les sujets de gaming et de VOD. Avant, j'étais toujours à Orange sur les problématiques d'identité numérique. Fabrice, aussi quelqu'un qui a fait la banque et Société Générale. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui a un profil divers et varié, qui a eu la chance de toucher à plusieurs choses, a écrit des plans stratégiques pour des gouvernements. Je pense que c'est peut-être ça qui nous intéresse ici. Écrire des plans stratégiques pour des gouvernements que je ne citerai pas malheureusement, leur plan numérique sur les prochaines années, gouvernements et organisations régionales. Donc c'est vraiment à ce titre que j'aimerais intervenir aujourd'hui, partager mon expérience et écouter la vôtre sur la souveraineté numérique. Merci encore. Merci, Fabrice. Je crois, avant que nous puissions commencer ce webinaire, je voudrais partager quelques consignes avec nos chers participants. Déjà, leur faire savoir que
Ce webinaire sera enregistré, il sera publié sur le site de le Digital Frontier Institute et sur YouTube. Nous aurons une discussion qui va durer environ 40-45 minutes, au terme de laquelle nous allons permettre à nos chers participants de poser leurs questions. Alors, nous ferons une petite exception sur ce webinaire, c'est que nous allons donner la possibilité à nos participants d'intervenir. Nous allons ouvrir vos micros lorsque vous souhaiterez intervenir. Donc, il faudra pour cela lever la main. Ceux qui sont un peu plus réservés, pas de souci, vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions via le chat box. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, la première question que je vais adresser à Fabrice, elle est relative euh, au concept, au concept de la souveraineté numérique. Donc, Fabrice, dans une publication que vous avez eu à faire assez récemment, vous avez comparé la souveraineté numérique à un père qui protège ses enfants. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer l'idée derrière cette allusion? Ah, Fabrice, votre micro est fermé, s'il vous plaît. Ah, pardon. Est-ce que vous permettez que je fasse que j'explique ce point avec des exemples concrets, avec des anecdotes? Oui, Je vais prendre avec quelque chose, plaisir. je vais prendre quelque chose qui est chaud, comme on va dire de nous, c'est la guerre en Ukraine. Lorsque le conflit a commencé, naturellement, la Russie a sorti son manuel militaire et l'une les premières cibles, c'était les infrastructures de communication de l'Ukraine pour empêcher de communiquer. Si tu empêches le commandement de communiquer avec les troupes sur sol, facilement tu gagnes la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk a fait envoyer en Ukraine des terminaux Starlink pour qu'ils puissent continuer à communiquer. Et le fait d'avoir pu continuer à communiquer, en fait, a permis à l'Ukraine de repousser la première attaque, en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que après, Elon Musk a décidé que, eh ben, écoutez, oui, c'est vrai, c'est bien, on a fait les terminaux, mais on estime que ça va un peu trop loin. Ben, écoutez, non, vous ne mettez plus les terminaux à disposition. Et limite, il faut voir un pays qui est en guerre, donc qui lutte pour sa survie, qui lutte pour la vie de ses populations, en train de supplier un privé, un investisseur privé, de lui permettre de continuer de communiquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est-à-dire la survie du pays dépendait d'une personne qui n'était ni ukrainienne. C'était même pas un État, en fait, qui est peut-être juste assis en train de siroter, en fait. Et la survie de tout un pays dépend de lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tenait les infrastructures de communication, la capacité de communication de ce pays-là, en fait. Le pays était en guerre, donc je lui dis, tu avais des morts, c'était les questions de vie ou de mort, en fait. Et ça dépendait de lui. Et oui, c'est ça, en fait. Un père est garant de la vie de ses enfants, est garant du bien-être de ses enfants. Et donc, s'il n'a pas le capable de maîtriser les différents, enfin, l'environnement dans lequel ses enfants s'expriment, il ne saura pas garantir le minimum qu'il doit garantir pour remplir ses obligations parentales. Et c'est pour moi ça la souveraineté numérique aujourd'hui. Elle se définit sur trois choses, la technologie, les données et les infrastructures. Aujourd'hui, c'est concrètement comment est-ce que tu arrives à contrôler ces trois leviers par rapport à ta population. Comme je dis, regardez seulement la guerre en Ukraine. Un pays qui est en guerre et qui dépend d'une personne. La personne fait la pluie, le beau temps limite avec les communications du pays qui est en guerre. Moi, ça, c'est l'exemple typique de souveraineté numérique, vraiment, de la nécessité de la souveraineté numérique. Merci, Maxime. C'est ce que je voulais dire sur le sujet. Merci Fabrice. On comprend bien à travers cet exemple, l'exemple de l'Ukraine, la sensibilité en fait de pouvoir, la sensibilité de cette question, donc de pouvoir disposer de certaines infrastructures qui permettent en cas de situation de crise de ne pas dépendre par exemple d'un prestataire privé. Mais bon, quand on regarde un pays comme l'Ukraine, il y a quand même un niveau de développement en termes d'infrastructures qui est beaucoup plus élevé. Et donc la question que j'aimerais emmener, euh, comment aujourd'hui des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin ou le Togo, comment ils intègrent en fait cette question de souveraineté numérique dans leurs priorités de développement? Merci. Ils ont enfin compris, j'ai envie de dire. Ils ont enfin compris. Je lisais les différentes stratégies numériques des derniers gouvernements. Ils ont enfin compris. Aujourd'hui, mettre en place des data centers propriétaires souverains est devenu une priorité pour eux.
travail. Il y a celui qui a été déployé à Damandio, si je prononce bien, mes amis sénégalais me pardonneront si je prononce mal. Au Sénégal, aujourd'hui, tu as au VITIP, tu as le déploiement d'un data center souverain à la Côte d'Ivoire, etc., etc. Ils ont vraiment compris. La vérité, c'est que tu as à peine 1,3, 1,4% des data centers dans le monde qui sont basés en Afrique. Et encore, la moitié sont basés en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui disait lors d'un forum que tu as à peine 2% des données africaines qui sont hébergées en Afrique. Je pense que la priorité, là, l'urgence aujourd'hui, c'est comment est-ce que concrètement, tu héberges les données africaines en Afrique. Comment est-ce que tu ramènes les données africaines en Afrique? Là, vous avez vu dans mon document, la France aujourd'hui part sur du cloud souverain, sur les data centers souverains aujourd'hui. Elle veut pouvoir, enfin, on garde la technologie du data center du cloud, mais l'idée, c'est que les données françaises soient hébergées en France, enfin, dans des territoires contrôlés par la France. Et c'est pareil aujourd'hui, le Sénégal a commencé sur les data centers souverains, la Côte d'Ivoire aussi fait pareil, le Bénin aussi est dans cette même vague. Donc aujourd'hui, voilà comment ils sont en train d'intégrer ce fait. Et pour moi, c'est une excellente chose. Vraiment, c'était ça la priorité. Comment est-ce qu'on ramène les données de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'on ramène les données du Sénégal au Sénégal? Comment est-ce qu'on ramène les données du Bénin au Bénin? Vous avez entendu sans doute le conflit qu'il y a eu entre le Mali et puis un prestataire d'identité numérique. Simplement parce qu'il y avait un problème, le Mali n'a pas payé la facture, donc le prestataire, bah, il a arrêté la prestation alors que c'est lui qui avait le contrôle sur les données d'identité numérique du pays, les données d'état civil, c'était compliqué. Il a fallu des négociations souterraines, etc., etc. Donc vraiment, c'est ça le point. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin l'ont mis dans les stratégies de développement numérique, c'est super. Ils sont en train de construire des data centers propriétaires et c'est une excellente chose aussi. OK, merci Fabrice. C'est vrai que, bon, on va peut-être essayer d'analyser ce qui se passe euh, dans, disons, dans notre espace régional. Voilà, on va décrypter ce qui se passe au point des technologies, au point des données, de l'innovation. Si je prends les données, tout à l'heure, par exemple, vous disiez, qu'est-ce qu'on fait pour que nous puissions avoir le contrôle de nos données ici en Afrique? Et vous avez évoqué la construction des data centers. C'est un effort quand même qu'il faut saluer, mais il y a quand même un fait au niveau des données. C'est que dans le quotidien, nous utilisons tous des smartphones. Ces smartphones, en fait, fonctionnent sous des systèmes d'exploitation, voilà, contrôlés par des géants, soit américains ou chinois. Donc, toutes les données qui sont collectées, en fait, sont stockées sur ces serveurs. Donc, quand le tableau se présente ainsi, jusqu'à quel niveau nous pouvons prétendre atteindre une certaine souveraineté numérique à court terme? C'est une excellente question. Et c'est la question, c'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, l'Inde, en fait, a décidé de privilégier les logiciels libres au niveau de l'administration, etc., etc. Pouvoir avoir la main sur les différentes technologies qui sont utilisées par le gouvernement ou bien par les fonctionnaires publics. En fait. Voilà. La vérité, c'est que la transition ne suffira pas de bout en bout. Comme je dis, faut faire la différence entre la technologie du cloud et l'hébergement des données. C'est vraiment différent. Je vais dire, je peux toujours utiliser la technologie du cloud, mais mes données sont hébergées en Côte d'Ivoire. D'accord? Je veux dire, je me connecte à distance, oui, mais mes données sont hébergées en Côte d'Ivoire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose il faut vraiment faire la différence entre les deux, en fait. Et pour moi, c'est ça qu'on doit faire. Déjà, on héberge les données en Côte d'Ivoire. Donc, oui, je peux me connecter, je vais dire mon OneDrive ou bien mon Google Drive, en fait, oui. Je suis d'accord, je peux tout l'utiliser, mais avec des données hébergées en Côte d'Ivoire. On négocie avec Google pour dire, bah, écoutez, on met à votre disposition les data centers, les données de la Côte d'Ivoire, hébergez-les en Côte d'Ivore. Mais sinon, vous conservez le Google Drive, il n'y a pas de souci. C'est juste de la redirection qu'il va falloir faire au niveau des infrastructures. Mais les données ivoiriennes seront hébergées en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé, pour ne pas le nommer, sur la mise en place, sur le plan stratégique du VITIB, la zone franche en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu as 720 hectares qui étaient censés être la nouvelle Silicon Valley en Côte d'Ivoire.
c'est-à-dire où tu devais abriter toutes les majors. Tu devrais habiter, pardon, héberger, on va dire les choses ainsi, je suis un peu fatigué, désolé. Google, Microsoft, Oracle, Amazon doivent venir en fait. Et pour moi, c'est ce genre d'initiatives qui doivent être multipliées. On dit, bah, écoutez, vous avez un espace, installez ici vos data centers régionaux, installez ici vos data centers locaux, installez ici les data centers pour le pays, pour les différents pays. On vous donne la connexion, on vous donne les infrastructures, on vous donne toutes les, on met les infrastructures à votre disposition. Donc, toute personne qui utiliserait des données dans le pays, oui, mais les utilisera à partir d'ici. Donc, ça permet de couper la poire en deux, de conserver quand même la main sur les données du pays. Voilà. Ok, merci Fabrice, mais il y a toujours un pan de ma question qui demeure, c'est-à-dire elle est relative à la messagerie. Dans le cas particulier de la messagerie, ben, ok, d'accord. Dans certains cas, on peut stocker des données en local, mais les données qui viennent via nos messageries, qui sont nos quotidiens, c'est vraiment notre quotidien. L'usage de la messagerie ou l'usage des réseaux sociaux à partir de nos smartphones. Alors, de ce côté, de façon concrète, quels moyens nous avons de pouvoir, je ne vais pas dire de regagner, mais de pouvoir exercer une certaine souveraineté numérique? Est-ce qu'il faille créer, par exemple, un service de messagerie, voilà, un service de messagerie africain, si je peux m'exprimer ainsi? Euh, il faut y aller étape par étape, je pense. Vraiment, il faut y aller étape par étape. Il faut y aller étape par étape. Déjà, personnellement, pour moi, c'est tout ce qui est services gouvernementaux, administratifs et services publics. Il faut pouvoir migrer, en fait. Il faut avoir la main là-dessus. Je suis désolé, mais je suis choqué. Je suis agacé. Lorsque je vois des autorités de certains pays utiliser encore des adresses publiques. Pour moi, ce n'est pas acceptable, seulement. Et on utilise l'adresse publique pour communiquer avec des documents officiels. Pour moi, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable, en fait. Je veux dire, pour moi, ça, c'est la base, en fait. Il faut déjà régler ce problème-là. Il faut déjà régler ce problème-là et maintenant, on peut partir sur les autres, en fait. Il faut déjà régler ce problème-là. Donc, pour moi, déjà, faire migrer tout ce qui est service public, tout ce qui est administration, tous les services gouvernementaux, déjà via du propriétaire. je- Écoutez, les grandes structures, les majors comme Orange, comme Microsoft ou Amazon, pour ne pas les citer en fait, sont capables de vous héberger localement des infrastructures qui permettent d'utiliser vos informations, de manipuler vos informations, d'utiliser les services. Donc, pourquoi ne pas y penser? Mais personnellement, voir un décideur public utiliser une adresse publique, non, pour moi, c'est pas acceptable. Merci Fabrice, et moi j'en ai vu encore pas plus tard qu'hier, mais je ne dirai pas qui. Alors, je viens au niveau des infrastructures. Tout à l'heure, en fait, on essayait de voir comment exercer notre souveraineté numérique sur nos données. Je viens maintenant à la question des infrastructures. Je crois assez récemment, c'était le 13 mars, je le disais dans mon introduction, nous avons connu une rupture de l'accès aux services Internet. Et ça, c'était dû au fait que, voilà, il y a eu des sections au niveau des câbles sous-marins de fibre optique. Et donc, la question, en fait, que j'aimerais vous poser est de savoir si nous n'avions pas d'autre alternative à cela. Comment pouvons-nous dépendre d'une seule infrastructure de de fourniture d'accès Internet? Peut-être parce que c'est une excellente question, je suis d'accord là-dessus, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Euh, c'est peut-être là que les Africains doivent comprendre, en fait, comme je dis, la souveraineté numérique, c'est sur trois axes. Tu as la technologie, tu as tes données et tu as les infrastructures. D'accord? Euh, je suis d'accord, on peut pas dépendre on peut pas dépendre d'une seule voie de sortie. On ne peut pas dépendre de cette voie de sortie, mais c'est peut-être à nos gouvernements aussi de faire les investissements qu'il faut. J'ai été content de voir que, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu as une Sud qui a lancé un plan de déploiement de fibre optique, en fait, pour permettre aux Ivoiriens de communiquer entre eux, ne pas dépendre forcément des trucs extérieurs. Pour moi, ça, c'est un plus. Et ce sont des gens d'initiatives qui sont à saluer, qui sont à saluer.
Je reprends encore l'exemple de l'Ukraine avec Starlink, pour ne pas les citer. Bah, l'Ukraine dépendait d'un prestataire externe. C'est une réalité. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut que, ne serait-ce qu'au moins les services gouvernementaux aient les moyens, en fait. Les majors, contrairement à ce qu'on pense, sont d'accord pour proposer ce genre de service-là. Je le sais parce que j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les majors. Et souvent, je ne vais pas le dire, mais bon, c'est vrai qu'on les accuse sur ceci, mais souvent, tu vas voir le gouvernement et puis tu dis, écoutez, on veut vous donner les moyens de la souveraineté numérique. On veut vous donner les moyens, on vous installerait tel data center, on mettra en place tel outil de communication, etc., etc. On vous donnerait tel plan de continuité d'activité. Mais bon, hein, souvent, on a l'impression que malheureusement, ce n'est pas la priorité de nos gouvernements. En fait, c'est moins bling-bling que d'autres choses, en fait. Du coup, l'un dans l'autre, c'est difficile à mettre en œuvre. Sinon, je prends l'exemple tout simple. Hein, enfin, merci. C'est une anecdote qui vient. J'ai discuté avec quelqu'un. Il me dit non, mais en fait, toujours le mal. Mais ceux-là, si on utilise leur fibre, ça va aller dans tel pays et puis ils vont lire nos données. D'accord. Moi, je veux utiliser une technologie par satellite de tel opérateur et puis si on l'utilise, ce sera bon. J'ai dit, mais quand tu utilises le satellite de tel opérateur, à ton avis, le satellite, ça lui appartient, non? Oui. Donc, tes données transitent toujours par chez lui, non? Il dit oui. J'ai dit, ben voilà. Donc, en fait, tu n'as pas résolu ton problème. Parce que c'est juste que tu dis, bon, toi, tu ne lis pas mes données, mais toi encore, tu lis mes données. C'est du pareil au même. Et c'est ça la souveraineté numérique. Je pense qu'il faut négocier et dire, écoutez, comment est-ce que vous nous accompagnez dans la souveraineté numérique? Comment est-ce que vous nous donnez accès à nos données? Comment est-ce que vous nous donnez des canaux de communication qui sont propres à nous, en fait? Les médias, je rappelle encore, sont d'accord pour accompagner. Autre question? Euh, Soit c'est moi qui n'entends plus, soit Pardon, c'est vous me coiffez un peu. pardon, pardon, excusez-moi, j'avais encore mon micro fermé. Je crois que quelque part, ça répond à la question, c'est-à-dire jusqu'où exerçons-nous notre souveraineté numérique? Parce que quelque part, on s'aperçoit que de toute façon, il y a toujours, que ce soit du lieu où nous générons la donnée, les canaux par lesquels nous passons pour transmettre la donnée, les récepteurs de cette donnée, quelque part, on s'aperçoit que nous n'avons pas, il y a toujours un bout de la chaîne dont nous n'avons pas le contrôle. Je crois il faudrait peut-être le comprendre comme cela et se dire que voilà, la souveraineté numérique, ce n'est pas quelque chose que nous aurons dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être dans 100 ans. Est-ce que cette analyse, vous la partagez? Je pense qu'il faut aller étape par étape. Vraiment, je pense qu'il faut aller étape par étape. Comme je le disais là, il faut aller étape par étape. La priorité là, c'est tout ce qui est services publics et services gouvernementaux. La capacité de communication et la capacité de protection des données. Ça, c'est une première étape. Ensuite, c'est tout ce qui est administration. Euh, Concrètement, de façon, aujourd'hui, tous les pays de la région ont lancé le projet de e-gouvernement. C'est une excellente chose. E-administration, ce sont des excellentes choses. Donc, ça devrait être en fait en seconde lame, cela. Et la troisième lame, maintenant, on regardera au niveau des populations qui l'utilisent pour le loisir. Mais vraiment, je répète encore, peut-être vous direz que je ne réponds pas à la question, mais je répète encore, il faut vraiment y aller par phase. La première phase, c'est tout ce qui est gouvernementaux et ces services gouvernementaux. Il faut vraiment leur donner les moyens de la souveraineté numérique. Après, tu bascules sur l'administration, tu leur donnes les moyens de la souveraineté numérique. Maintenant, après, je suis d'accord que dans un monde globalisé et multipolaire, forcément, il faut que je garde des capacités de discussion avec l'extérieur. Ça, c'est clair. Il faut qu'on puisse faire de la mutualisation des données. Ça, c'est clair. Ça sera beaucoup plus simple, surtout nous, les pays africains, qui avons des moyens un peu plus limités. La Côte d'Ivoire n'a pas forcément les moyens de construire 200 data centers comme la France là. C'est pas pareil. Mais, donc, il faut peut-être mutualiser. Mais l'essentiel doit être fait. Le nécessaire doit être fait. Le minimum doit être fait. Ça, c'est clair. Merci Fabrice. Je viens maintenant au niveau de l'innovation. Alors, comment est-ce que le défi de la souveraineté numérique, comment est-ce qu'il se pose au sein de nos États? Est-ce que vous aurez peut-être quelques exemples concrets à nous donner par rapport à cela? La capacité des États à promouvoir l'innovation, justement, pour exercer cette souveraineté numérique. Merci. Excellente question. Écoutez, l'innovation, c'est une politique. L'innovation, c'est une vision.
L'innovation, c'est quelque chose qui est prévu, en fait. Quoi qu'on dise qu'on ne prévoit pas la destruction, mais ça se prévoit. C'est assez simple. Il y a plusieurs axes. Déjà, il y a le premier axe qui est l'axe réglementaire. Tous les innovateurs se plaignent, en fait. Oui, mais l'État ne laisse pas faire ça, l'État ne laisse pas faire ci. Il faut pouvoir voter, faire voter des lois qui permettront de mettre en œuvre des produits qui sont nouveaux, qui sont disruptifs. Au début, quand on a lancé Mobile Money en 2009, c'était très, très, très difficile parce qu'il n'y avait pas le cadre réglementaire. Donc, du coup, par exemple, il fallait s'adosser à des banques, il fallait utiliser les banques en bac pour pouvoir faire les opérations. C'était extrêmement compliqué, pénible et fastidieux. C'est après que finalement ça a pu être fait, que finalement des décisions ont pu être prises au niveau du régulateur pour faciliter les choses. Et pour moi, c'est pareil en fait. C'est comme ça. C'est qu'il faut que pardon, c'est pareil en fait. Euh, L'innovation va vite, va très très vite. Il faut que l'État, les régulateurs, en fait, mettent en place des task forces qui regroupent et des régulateurs et les innovateurs. La Banque centrale a réussi à le faire. C'est super. Je parle de la BCAO, c'est vraiment super. La TCI a réussi à le faire. C'est vraiment excellent. C'est pareil aussi au Sénégal, qui sont capables de réfléchir le futur, penser le futur, trouver les cadres de loi qui permettront d'anticiper les innovations et permettre de développement des innovations. Ensuite, il y a tout ce qui est infrastructure, en fait. Par exemple, aujourd'hui, je suis désolé, mais si tu n'as pas Internet à haut débit, ce sera difficile pour toi de pouvoir trouver le produit de demain. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Dieu merci, là-dessus, est en train de déployer de la fibre optique un peu partout en Côte d'Ivoire. Pour moi, ça, c'est essentiel et ça, c'est important. Pour pouvoir mettre en place des différentes infrastructures qui permettront aux jeunes de s'épanouir concrètement. Aujourd'hui, sans Internet à haut débit, bah, je ne peux pas télécharger les derniers outils d'intelligence artificielle qui me permettront de faire mon coding, du coding, du développement. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'État, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, tu as tout ce qui est financement de l'innovation. Et pour moi, c'est un point que je vais aborder parce que c'est le point qui est cher à mon cœur. Il faut pouvoir permettre l'injection des capitaux dans la startup. Quand je dis startup, ce n'est pas forcément celle qui est en série A, qui a déjà la centaine d'employés, qui fait déjà plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Non, pas celle-là. C'est pas celle-là. Je parle du jeune qui, avec son ordinateur, ou bien son deux, ils vivent dans un studio, en fait. La nuit, ils mettent le matelas pour dormir, puis le matin, ils poussent le matelas, placer leur ordinateur pour travailler. Il faut pouvoir qu'on facilite, il faut que l'État qu'on facilite l'investissement, en fait, dans ce genre de start-up-là. Parce que ce sont eux, généralement, qui ont les produits d'innovation. Ce sont eux qui réfléchissent à demain. Ce sont eux qui sont capables de créer le produit disruptif de demain qui va booster, qui va disrupter le marché, tout simplement. Donc, oui, je suis d'accord, mais l'État doit faire des efforts à ce niveau. Je crois qu'il y a des questions, en fait, je ne sais pas, dans le public, mais Oui, il y avait une question en fait qui était où quelqu'un disait au-delà voilà, au-delà des data centers, quelle autre infrastructure? Je crois que voilà, on a un peu répondu à ces questions, à cette question au cours de vos développements. À moins que vous ne souhaitez revenir là-dessus. Non, non, oui, non, je disais que oui. On est en train de dire les data centers, tu as tout ce qui est connectivité, la fibre, tu as tout ce qui est outils technologiques. Je reviens encore pour moi sur le projet du VTIP, qui était pour moi un excellent projet, qui est vraiment un excellent projet en fait. Il faut qu'on puisse déployer les Silicon Valley un peu partout. Tu as 720 hectares, il faut vraiment qu'on puisse déployer la Silicon Valley en Côte d'Ivoire. Pareil au Bénin, quand j'étais aux missions au Bénin, j'ai vu une zone industrielle que j'ai aimée, j'ai applaudi des deux mains. Mais pour moi, il faut répliquer en fait quelque chose de ce genre. En fait, faut une Silicon Valley, je ne sais pas, à Calavi par exemple, pour citer le Bénin. Il faut une Silicon Valley à Damadio. Ben, bref, il faut multiplier les Silicon Valley en fait. Donc, tu as les infrastructures là-bas, tu as les data centers, tu as la connexion très haut débit, tu as, tu as tout en fait pour que les gens puissent réfléchir et sortir le produit de demain. Et ça, oui, c'est la responsabilité des États. Je suis désolé de le dire ainsi. Merci Fabrice. En fait, au niveau du Bénin, il y a la zone industrielle d'un côté, et je crois que ce que tu as vu, c'est beaucoup plus le parc technologique de Semen City. Ok, ouais. Voilà. Ça doit être le parc technologique de Semen City. C'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent là-bas. Sinon, j'aimerais revenir sur un élément de votre intervention. Tout à l'heure, lorsque vous parlez un peu de la nécessité de collaborer, de pouvoir mutualiser certaines infrastructures, vous l'évoquez lorsque vous parlez des data centers en disant voilà, que la Côte d'Ivoire voilà, ne pourrait pas avoir 200 data centers comme la France.
Donc, ça met en évidence la nécessité de pouvoir collaborer lorsque nous sommes de petites économies. Mais à côté de cela, il se pose quand même un autre problème, c'est l'aménagement des cadres réglementaires. Si on prend le simple exemple de deux cadres réglementaires, celui de la protection des données personnelles, celui de l'identification des personnes, on voit qu'on est on partage des pays comme le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Nous avons deux espaces communautaires en commun, la CEDEAO, l'UEMOA. Pourtant, nous n'avons pas de cadre réglementaire sur ces deux questions-là, sur l'identification des personnes, sur celui des données personnelles. Nous n'avons pas de cadre réglementaire harmonisé. Alors, comment nous pouvons arriver à cette collaboration entre États en sachant déjà que voilà, nos cadres réglementaires présentent certaines insuffisances? Comment nous Ah, pourrons arriver à cette mutualisation? désolé d'élargir le débat et d'élargir le débat. Peut-être vous direz que je fais une digression, mais concrètement, est-ce que c'est seulement lié à tout ce qui est identité numérique ou bien à la souveraineté? Je veux dire, aujourd'hui, la CEDEAO disait libre circulation des biens et des services, en fait. Lui et moi aussi l'a dit. Mais est-ce que c'est effectif? Et en fait, vous touchez vraiment quelque chose, enfin, du doigt, un point qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, les initiatives doivent être régionales, mais malheureusement, elles ne le sont pas, en fait. Aujourd'hui, nous avons la force d'avoir des économies qui sont liées par des traités. Je parle de la CEDEAO, je parle de l'UEMOA, et c'est vraiment à nous de capitaliser là-dessus. C'est vraiment à nos dirigeants de capitaliser là-dessus, en fait. Les approches doivent être régionales. Nous n'avons pas les moyens d'y aller seuls, c'est pas possible. Moi, c'est tout ça, en fait, quand il dit libre circulation des biens, des biens des personnes. Mais c'est ça, justement, l'approche communautaire que nous devons avoir, ne serait-ce que sur les infrastructures, en fait. L'approche communautaire que nous devons avoir, bah, si on décide de faire une autoroute du numérique, la Côte d'Ivoire apporte ses sous, le Bénin apporte ses sous, le Nigeria apporte ses sous, finalement, ça permettrait de mettre en place une grande infrastructure qui est assez solide, qui permettrait d'atteindre les objectifs. Oui, c'est malheureusement pas uniquement un problème du numérique parce il a trait à tous les différents domaines au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est vraiment dommage. Il faut qu'on puisse réussir l'approche communautaire des choses. Il faut qu'on puisse vraiment s'asseoir et réfléchir ensemble, en fait. Bon, comme je dis, malheureusement, c'est partout. C'est partout. Normalement, je dois pouvoir ajuster ma carte d'identité, voyager dans tous les pays de la zone UEMOA. Je pense même de la zone CEDEAO. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt difficile. Ça arrive, mais c'est l'exception. Parce que souvent, on te demandait encore ton passeport, alors que aucun pays de la région ne devrait me demander mon passeport si je fais un déplacement là-bas. Juste ma carte d'identité suffirait. Aujourd'hui, traverser la frontière, c'est encore compliqué, c'est encore la galère. Alors que dans les textes, on dit libre circulation des biens et des services. Donc, pour moi, c'est toutes ces choses qui doivent être réfléchies. Et oui, ce n'est pas lié forcément au numérique. Lorsqu'on réussira l'approche communautaire, je pense que le reste, ça coulera de source, en fait. On pourra l'appliquer au numérique. Il faut l'approche communautaire, il faut l'approche régionale, il faut la réflexion commune. Si on va en rang dispersé, on est sûr d'être perdant. Merci Fabrice. Je vais autoriser un participant à intervenir. Il a levé la main. José Tcha. Voilà, donc je viens de l'autoriser à intervenir dans la discussion, poser sa question. José, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Ok. Bonjour Fabrice, bonjour Maxime, merci beaucoup pour cette opportunité-là et ce partage qui est combien assez pertinent et intéressant. Et ma question, c'était de dire aujourd'hui, en termes d'infrastructure, j'ai l'impression en réalité que nos pays accèdent directement à Internet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une structuration en mode étoilé, du genre que nos pays aient un Internet local, OK, qui permettent aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse échanger entre nous quand on n'a pas encore besoin d'aller à l'international et qu'il y a une espèce de point de contact, un hub ou bien un connectique qui nous permet de nous connecter à l'international. Ce qui ferait qu'on pourrait, par exemple, mettre des règles de sécurité, des règles de gestion à ce portail-là, à cette douane-là. Et en ayant cette structure, par exemple, c'est qu'on pourrait connecter, par exemple, tous les pays de la zone UEMOA sans forcément passer par la route internationale, ce qui mettrait, à mon sens, beaucoup moins de dépendance et beaucoup plus de souveraineté, que ce soit à l'échelle de chaque pays, à l'échelle
des zones économiques. Et en cas de besoin, on peut switch off tout simplement en déconnectant de tel ou tel. Et donc, du coup, mais sans pour autant que ça nous empêche à l'intérieur de communiquer. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a forcément un blocage? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aujourd'hui dans nos États vers ce genre de structure d'infra-là? Merci. Merci, Josué. Fabrice, est-ce que vous aimeriez réagir sur cette intervention? Oui, merci. Effectivement, c'est la première réflexion qu'on a en fait. On se dit, pourquoi pas mettre en place un hub qui va centraliser toutes les communications. Comme ça, même si on est déconnecté de l'intérieur, on peut discuter en cours. Le problème, c'est que la base même d'Internet, c'est d'être décentralisé. Pourquoi? Parce que si tu as un hub, tu as de la vulnérabilité. Si tu as un point d'accès unique, tu as de la vulnérabilité. Si tu as un point d'accès unique, oui, tu as de la vulnérabilité en fait. En cas de conflit, il suffit qu'on tire sur le point sur le hub. Et bah écoute, voilà, tu es dans la panade, comme on le dit en fait. Donc le problème du hub, c'est un point de vulnérabilité que tu crées et c'est aussi un goulot d'étranglement que tu crées en fait. Ça veut dire que par exemple, je prends l'exemple ça, par exemple, on l'a vu, lorsque la fibre optique s'est coupée, bah on était dans la panade en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur de la décentralisation, c'est-à-dire pour avoir plusieurs points de sortie, etc., etc. Voilà. Maintenant, moi, je me dis, avoir plusieurs points de sortie, et je pense que c'est un sujet. Maintenant, l'idée, c'est le contrôle de l'information. Et je suis d'accord avec. Oui, avoir plusieurs points de sortie, en fait, n'empêche pas d'avoir le contrôle de l'information. Mais sauf que dans nos États sont fortement démocratiques. Je ne veux pas citer les États qui ne sont pas. Nos États sont fortement démocratiques. Qui dit démocratie dit liberté d'expression. L'Internet est un droit à tous les citoyens et tout le monde doit avoir accès à Internet à tout moment. Voilà pourquoi, généralement, même pour les raisons de sécurité, il y a des États qui décident de couper Internet, il y a des discussions, il y a des levées de boucliers un peu partout, en fait, même au niveau de la société civile. Internet doit rester un droit. Quand je dis il faut aller étape par étape, la priorité, là vraiment, là où on peut vraiment maximiser, c'est tout ce qui est services gouvernementaux, services administratifs. Pour moi, c'est ça qui est la priorité, en fait. Ça permet de contrôler l'information. Après, on verra, en fait. Mais je ne suis pas d'accord qu'on griffe je suis pas d'accord pour qu'on contrôle en fait l'information, enfin l'information des citoyens. Vraiment, qu'on laisse les citoyens, la communication des citoyens en fait, qu'on laisse les citoyens communiquer. L'Internet est un droit. Tout citoyen doit avoir son droit. Mais oui, tout ce qui est service public, tout ce qui est communication gouvernementale, services gouvernementaux, là oui, je suis d'accord que ça doit s'appliquer. Il faut pouvoir mettre la main là-dessus. Faut pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je sais que c'est pas sans doute ce que l'intervenant voulait entendre, mais pour avoir mené des réflexions en ce sens-là, on s'est rendu compte que on doit pas placer un contrôle en fait sur les communications des citoyens. Internet est un droit, laissons les gens communiquer librement. Il ne faut pas placer de goulot d'étranglement à ce niveau-là. Voilà. Ok. Merci Fabrice. Donc, chers participants, si vous souhaitez poser des questions en direct, n'hésitez pas, levez la main. Nous allons vous donner la possibilité de pouvoir intervenir dans la discussion. Sinon, on va poursuivre en fait avec le. On va Ah, je poursuivre pense avec. qu'il y a une Pardon? question. Il y a Cheikh Fall qui a une question. Cheikh Fall. D'accord. Il a levé la main? Oui, je vois qu'il a pris la main, oui. D'accord. Donc, je l'autorise à intervenir. Cheikh Fall. Ah oui. Cheikh Fall. Cheikh Fall, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour Fabrice, bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Bon, j'avais écrit dans un texte là, à la fin que la révolution mécanique et industrielle a pris de court le continent africain et qu'il ne devrait pas être le cas pour la révolution numérique. Et sur ce même, je me pose la question, ou je vous pose la question, à savoir, euh, ne constatons-nous pas que les professionnels dans le domaine du numérique et les citoyens lambda sont beaucoup plus conscients de l'importance de cette question que nos dirigeants même? Car regardant les efforts qui sont consentis jusque-là, et on constate qu'ils tardent à atteindre le niveau des autres continents. Donc, c'était ça la question. Merci. D'accord, excellente question. Bah, je dirais oui et non.
Comme je le disais, il y a des stratégies numériques qui sont mises en place, qui sont rédigées. Il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, il y a la Startup Act qui a été votée en Côte d'Ivoire. Tu as le data center qui a été mis en place à Damandio. Damandio, j'arriverai à le prononcer correctement. Diamniadio, au Sénégal. Je vais vous aider, Fabrice. Diam Nia Dio. Voilà comment j'y arrive. Diam Nia Dio. D'accord. Diam, que j'arriverai. Je pense que j'arriverai un jour. Donc voilà, donc je veux dire, il y a des efforts qui se font au niveau des gouvernements. Mais je pense que personnellement, le développement du numérique pour moi doit venir du privé. L'État doit juste créer le cadre. D'accord? L'État doit juste créer les cadres. Pour moi, concrètement, le développement du numérique, enfin, quand tu regardes aux États-Unis, en fait, ceux qui ont impulsé le boom du numérique, c'est la Silicon Valley. C'est quand le GAFAM a commencé à se lever que le boom du numérique. Donc, c'est quoi? Tu as Steve Jobs qui a commencé à lancer Apple, tu as Bill Gates avec Microsoft, tu as Rank Seros, tu as IBM. Ce sont des entreprises privées qui ont commencé à lancer le numérique, en fait. Et aujourd'hui, elles se sont imposées. Je pense que c'est pareil qui doit être fait dans nos États. L'État ne doit juste pas, je répète encore, brider en fait l'innovation et le privé. Donc, la réglementation et le financement d'infrastructures. Mais concrètement, ce sont les entreprises privées qui doivent créer les produits, créer les outils numériques qui permettront à l'Afrique de rattraper son retard. À la différence des autres, c'est qu'aujourd'hui, pour développer pour le numérique, j'ai juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet haut débit. Je n'ai pas besoin de faire venir, comme avant la révolution, la révolution industrielle, de faire venir de grosses usines de l'extérieur. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de mon ordinateur, d'Internet haut débit et de mon cerveau. Et je pense que pour moi, c'est ça qui doit être mis en œuvre, en fait. Il faut que les Africains comprennent qu'aujourd'hui, eux-mêmes doivent relever le défi du numérique. Donc, on ne va pas attendre le gouvernement. Je crois qu'ils sont en train de faire des efforts. OK, super. Le déploiement des fibres optiques en Côte d'Ivoire, les data centers un peu partout, les lois, les startups à côté, c'est super. Ce n'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà un bon début. Maintenant, moi, concrètement, l'Africain, qu'est-ce que je fais? J'ai mon ordinateur. Est-ce que je peux créer le nouveau service numérique? Je vais prendre un exemple. J'espère que Maxime va m'excuser parce que je suis long, mais je vais prendre un exemple que j'aime bien. J'étais allé au Niger. Je l'aime bien cette technique, je le donne. J'étais allé au Niger, en fait, en mission. Je devais regarder la capacité d'une microfinance à intégrer des produits digitaux. Je suis allé dans le village de Moko. En fait, Moko, c'est à 17 km de Dosso. Dosso qui est à 2 heures de Niamey. Donc, je n'ai pas voulu faire mon consultant, je n'ai pas voulu rester en hôtel 5 étoiles et puis et puis faire mes slides. Donc, je vais sur le terrain. Donc, pour faire les 17 km, on a pris 2 heures de temps parce qu'il n'y a pas de route et il y a beaucoup de barrages, en fait. Great. On arrive dans le village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Okay? Ce qu'ils appellent banque, c'est un abatam, des nattes, et puis tout le monde vient s'asseoir en bas, et puis l'agent de crédit vient avec un carnet et puis une note, en fait. C'est ça qu'ils appellent une banque. Excusez-moi, on est en 2002. On est en 2002. Non, 2001, on est en 2001. On est en 2001. Donc, je dis, c'est quoi ça, en fait? Et du coup, toi, tu veux crédit combien? Tu veux crédit 100 000. Et puis bon, vraiment, c'était des petites sommes, quoi. Crédit 100 000, crédit 60 000 francs CFA, c'est quoi? Donc, vraiment, c'est même pas 500 euros, c'est même pas 300 euros. Non, même pas, c'est du 100 euros, du 50 euros, du 200 euros. C'est ça qu'il veut comme prêt, en fait. Et l'argent est écrit dans son carnet. J'ai été choqué, en fait. Et j'ai dit, bon, donc je fais le tour du village en 15 minutes à pied, je l'ai fait vite fait. Et je vois des enclos de milliers de bétail. Je dis, c'est quoi ça? On me dit, ah, mais écoute, tu sais, la viande que tu aimes en Côte d'Ivoire, la choukouya, c'est d'ici que les bœufs viennent, en fait. Je dis, non. Donc, on parle de personnes qui brassent des centaines de millions en cash, mais ils sont dans un environnement où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, en fait, bancaire, parce que, bon, s'il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, tu ne vas pas déployer une agence bancaire là-bas. Si tu dis moi, au chef d'agence médaillé là-bas, il va te donner sa démission dans les heures qui suivent. Donc, mais concrètement, nous les Africains, comment est-ce qu'on s'organise pour apporter des solutions à ces problématiques-là, en fait? Quel est le jeune Africain qui peut travailler, réfléchir à comment est-ce que je peux apporter à ceux-là
les services financiers numériques. Parce que ça veut dire que lorsque la personne veut faire la moindre opération bancaire, elle doit faire 17 kilomètres, donc 2 heures en fait, pour aller à Dosso pour faire une opération bancaire. Mais moi-même, je ne vais pas faire l'opération bancaire s'il faut me faire, s'il faut me faire 2 heures. Et c'était pareil, je travaillais sur un projet d'agri-wallet au Bénin, donc je peux parler en fait digitalisation de la filière ananas. Un mobile money like pour la filière ananas. Mais c'est pareil en fait. Quand je suis allé sur le terrain, tu vois les gens qui sont obligés de promener avec de grosses sommes sur des émigrants, en fait, qui sillonnent les villages bah, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, concrètement, nous les Africains, comment est-ce qu'on met en place ce genre de... Enfin, comment est-ce qu'on met en place des solutions à cela? Ça, c'est pas l'État, ça, c'est nous, c'est le privé. Et j'ai été triste de voir que c'était les ONG extérieures qui finançaient des cabinets pour mener ce genre de réflexion, qui financent des entreprises pour mener ce genre de réflexion. Mais non, en fait. Nous-mêmes, on doit le faire. Et c'est ça aussi la souveraineté numérique. Nous-mêmes, on doit être capable de résoudre ces problèmes-là. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci Fabrice. Je ne sais pas si la question, si Cheikh Fall a trouvé satisfaction pour sa question, sinon on peut poursuivre. Mais je pense que c'est bon, donc on va pouvoir y aller. Donc, Fabrice, peut-être la prochaine question, je crois qu'on a fait un effort quand même de pouvoir poser le diagnostic, de faire un état des lieux. Euh, pardon, j'avais ma vidéo en fait que je n'avais pas activée, ma caméra que je n'avais pas activée. Je crois qu'on a fait un effort quand même de pouvoir établir un diagnostic, voir un peu comment se présente l'état des lieux en Afrique. Et donc, nous sommes quand même conscients du fait que la route est encore longue pour arriver à cette souveraineté numérique. Mais quand même, sur cette route de la souveraineté numérique en Afrique, on peut se dire quand même qu'il y a quand même des pays africains qui font peut-être plus d'efforts que d'autres. Voilà, donc quel pays africain vous pourrez nous citer par exemple comme référence sur le plan de l'innovation, sur le plan de la technologie, sur le plan de la protection des données ou même dans le déploiement de nouvelles technologies telles que par exemple l'intelligence artificielle. Quels sont aujourd'hui les pays, si vous pouvez nous citer un ou deux, voilà, qui sont des références en Afrique? Merci. Malheureusement, ce sont encore les mêmes qui arrivent à drainer, sont les mêmes, ceux qui arrivent toujours à drainer l'investissement dans les startups. C'est-à-dire, tu as l'Afrique du Sud, tu as le Nigeria, tu as le Kenya, tu as l'Égypte. Ce sont encore les mêmes. Tu as l'Éthiopie, ce sont encore les mêmes en fait. Ce sont encore les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à capter le financement au niveau des fonds de private equity, des fonds de capital investissement. Donc, ils arrivent à financer des jeunes pousses qui créent des produits à forte valeur ajoutée. Ce sont encore les mêmes, en fait. Et ça me désole de le dire, mais tu n'as pas vraiment de pays francophones, africains là-dedans. C'est toujours les mêmes pays anglophones qui sont dynamiques, qui essaient d'y aller, qui vont capter, en fait. On me dira la barrière de la langue. Je suis désolé, je sais que si on prend les participants, la majorité d'entre eux, 80-80% d'entre eux parlent un anglais raisonnable. Donc, on me dispute la barrière de la langue parce que même les pays francophones, maintenant, on parle aussi anglais. Je pense qu'il faut à un moment donné, faut être réaliste. Malheureusement, ce sont les mêmes. Le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Et il faut vraiment qu'on essaie de regarder au niveau de nos pays. Je suis content que des initiatives se fassent. Il y a le SASUS, j'oublie, pardon, le forum des startups en fait, fait par le CIV en Côte d'Ivoire. Il y a le Next FinTech Forum qui chaque année réunit les acteurs de la FinTech en Côte d'Ivoire et dans certains autres pays africains en fait. Donc tu as des initiatives comme ça qui sont encouragées, qui permettent aux acteurs de se connecter, aux investisseurs de croiser des acteurs pour se parler. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça. Après, mention honorable à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, comme je disais, avec les data centers qui sont en train d'être mis en place, avec les différentes lois qui sont en train d'être votées, par exemple les Startup Act récemment en Côte d'Ivoire. Mention honorable au Bénin, qui est très, très, très dynamique en matière d'innovation numérique. Waouh, je respecte en tout cas les Bénin à ce niveau-là. Et voilà, ces pays-là, vraiment, je félicite. Mais comme je dis, c'est pas suffisant. Toujours les 4 pays qui lead, en fait, et puis d'autres pays qui semblent regarder. Il faut y aller un peu plus. Il faut y aller un peu plus.
Comme pour dire, monsieur Cheikh Fall, faut pas rater le virage. Eh bien, Fabrice, tu cites souvent le Bénin. Peut-être qu'un jour, on organisera un webinaire et c'est plutôt moi qui interviendrai comme speaker pour parler voilà, de ce côté de l'innovation au Bénin. Parce que j'avoue, c'est quelque chose dont nous sommes quand même très fiers. Il y a beaucoup de choses qui se font et je crois, voilà, on essaie de le porter quand même à une autre phase. Mais bon, je vais rester dans mon rôle de modérateur. Je préfère rester dans ce rôle-là. Donc, nous tirons vers la fin de ce webinaire. Et donc, comme je le disais en introduction, il y a une feuille de route que vous avez proposée, voilà, pour permettre à nos États d'évoluer sur cette route qui nous mène vers la souveraineté numérique. Donc, ce que nous aimerons savoir actuellement, c'est quels sont vraiment les grands axes et aussi quelques actions concrètes que vous proposez sous ces axes, voilà, qui peuvent nous permettre d'évoluer sur la route qui nous mènera vers la souveraineté numérique. OK. Bon, après, les roadmaps sont en fonction de sont en fonction de chaque pays, sont en fonction des pays, de l'environnement. Donc, il y a pas quelque chose de général, mais on peut aller quand même sur des normes, sur des standards. Désolé de faire mon consultant, mais la première des choses, c'est l'évaluation de la situation actuelle. Il faut faire les diagnostics, en fait. Il faut vraiment se s'asseoir et puis faire des états des lieux. J'aimerais vraiment voir les états des lieux de la souveraineté numérique dans chaque pays. L'Africa Digital Week a un peu commencé à expérience s'achever en Côte d'Ivoire, organisée par la commission numérique de la CGC, dont je suis membre. C'est lancé là-dedans. Pour moi, ça, c'est une excellente chose. Voilà, déjà, faire les états des lieux dans les différents pays, s'asseoir, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui nous manque, qui sont les acteurs, qui sont les partenaires fiables, etc., etc. Voilà. Quels sont les risques qu'on encourt, quels sont les dangers qui nous guettent. Après, c'est tout ce qui est. Je parlerai maintenant de l'élaboration de la stratégie. Concrètement, quel est le plan d'action que tu mets en place? Quel plan d'action que tu mets en place? C'est-à-dire, quels sont les leviers de croissance, quels sont les leviers sur lesquels tu dois agir? Ça, c'est le second point. Après, comme je disais, le développement des infrastructures numériques locales, c'est là concrètement où tu déploies ta fibre optique, tu déploies même, tu mets en place, tu lances un satellite, tu déploies des data centers, mais concrètement, tu vas sur les infrastructures numériques locales. Euh, Excusez-moi, mais vraiment, petit point. Un data center, il n'est pas forcément localisé géographiquement chez toi. C'est ce que je veux juste préciser en fait. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de la confusion. Quand on dit la Côte d'Ivoire, son data center, ce n'est pas forcément dire qu'il est à Abidjan. Il peut être dans un autre État, mais il est sur le contrôle exclusif de la Côte d'Ivoire en fait. Il faut vraiment comprendre les choses. Faudrait pas que. C'est vrai que souvent la notion de cloud est un peu floue, mais je veux dire, ça peut être à distance, mais tu as vraiment, par exemple, la France, il y a la Guyane. Je veux dire, il y a la France métropolitaine, mais tu as la Guyane en fait. Voilà, donc il faut vraiment comprendre. Donc oui, les infrastructures numériques locales en fait, il faut pouvoir les déployer. Et après, je vais insister là-dessus, c'est tout ce qui est cybersécurité et résilience numérique. Il faut pouvoir s'assurer qu'on est protégé par rapport à la cybersécurité. Il faut savoir qu'on a la résilience numérique, qu'on a des plans de continuité d'activité, qu'on a des plans de résilience qui sont là, des plans de continuité d'activité. Par exemple, quand la Côte d'Ivoire, quand il y a eu la coupure de la fibre, on a su prendre la voie routière. Ça, c'est un plan de continuité d'activité, en fait. Concrètement, si un sinistre arrive, si tu as un problème qui arrive, comment est-ce que tu assures la continuité de l'activité? Aujourd'hui, le gouvernement doit se dire, bah, écoutez, si on a une guerre et qu'on bombarde les nœuds de communication, l'Ukraine a vécu, malheureusement, c'est triste, c'est un mauvais exemple, mais pour moi, c'est un exemple qui doit parler à tous les chefs d'État, en fait. L'Ukraine se lève un matin, ils sont en guerre du jour au lendemain, et puis, bam, on frappe les infrastructures de communication. Comment est-ce qu'on assure la communication? Comment est-ce que la continuité de la communication sans avoir besoin de supplier des personnes pour pouvoir continuer à discuter? Donc, voilà les points déjà. Donc, on fait l'évaluation, on met en place la stratégie, on développe les infrastructures numériques et après, on travaille tout ce qui est résilience et cybersécurité. Focus là-dessus. Maintenant, j'ai envie aussi de rajouter, il faut aussi regarder au niveau de l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est la technologie majeure des 15 prochaines années. Mais ça, c'est un autre webinaire. Merci Fabrice. Je crois peut-être il y a un élément de votre intervention qui a un message quand même qui est assez clair.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que euh, le data center, il n'a pas nécessairement besoin d'être en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse dire, voilà, qu'on n'exerce pas sa souveraineté numérique. Ça, je crois on a bien compris. L'essentiel, il peut être à l'étranger, il peut être à l'étranger, mais il est contrôlé par des Ivoiriens. Peut-être, donc je crois que ce message, je crois, il est clairement passé. Mais peut-être que je me permets d'attirer quand même l'attention sur quelque chose. À partir du moment où le data center est à l'étranger, vous avez évoqué le cas de la guerre en Ukraine, ça veut dire que il y a une exposition. Il y a une exposition en termes de destruction de ce data center puisqu'il n'est pas sur le territoire national. Et par rapport à cela, j'aimerais donner par exemple le cas du Bénin avec son data center national. Au passage, le Bénin a créé une force militaire spéciale, une quatrième force armée, d'accord, la garde nationale. Et dans les attributions de cette garde nationale, il y a la sécurisation des sites stratégiques, y compris le site du data center national. Donc, je voulais emmener ce point-là pour dire oui, c'est vrai. Sur le plan purement technique, c'est tout à fait possible qu'on puisse exercer sa souveraineté numérique avec un data center délocalisé, un data center qui n'est pas sur le territoire national. Mais même dans ce cas, il y a quand même un risque lorsque le data center n'est pas sur le territoire national. Mais bon, ça peut paraître être un peu de la fiction, mais l'exemple ukrainien quand même arrive à montrer que ce risque, quand même, il existe. Voilà. D'accord, merci Fabrice. Et peut-être un autre élément sur lequel j'aimerais réagir. Je crois qu'aujourd'hui, en termes d'évaluation voilà, de l'existant, peut-être vous nous direz, il y a sans doute quand même des évaluations qui ont été faites parce que ce débat de la souveraineté numérique, il n'est pas nouveau. Voilà, on en parle depuis, je crois, il y a quand même pas mal de forats sur lesquels on en parle depuis au moins 5 ans, tout au moins pour la question du numérique, parce qu'on parlait déjà de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique, etc. Donc, depuis au moins 5 ans, on parle de la souveraineté numérique. La question que j'aimerais poser à notre expert, c'est est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu déjà de ces évaluations-là, voilà, de notre état de souveraineté numérique. Et pour les pays qui se sont engagés sur cette route, est-ce qu'éventuellement, il y a déjà quelques actions concrètes qui ont été menées? Bon, peut-être vous me direz déjà oui. Par exemple, ces data centers sont déjà l'expression de la matérialisation de ces stratégies. Bon, j'ai peut-être déjà donné la réponse à ma question. J'ai surtout envie de dire, essayons quand même d'applaudir les petits commencements. C'est vrai que c'est pas au rythme qu'on voudrait, mais bon, on va applaudir les petits commencements. Comme on le dit à Abidjan, c'est zéro qui n'est pas bon. Je suis d'accord avec ça. C'est zéro qui n'est pas bon. Je reprends encore avec une belle expression ivoirienne. Et Dieu sait que nos amis ivoiriens ne manquent pas d'imagination de ce côté-là. OK, et bien voilà, nous sommes arrivés à l'heure de ce webinaire. Je ne vois plus de questions posées dans le chat box. Je ne vois plus de mains levées, à moins que nos chers participants, un ou deux encore de nos chers participants souhaitent intervenir avant que nous ne puissions mettre un terme à ce webinaire. Donc, non, apparemment, je ne vois plus de mains levées. Donc, si c'est cela, alors nous allons mettre un terme à ce webinaire. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier nos chers participants. Voilà pour le temps qu'ils ont bien voulu consacrer pour suivre ce webinaire. Remercier également notre expert, M. Fabrice Zagbayou, expert en stratégie et innovation, voilà, qui a brillamment animé cette discussion. C'est toujours un plaisir pour nous de le recevoir. Je crois que c'est la troisième fois que Fabrice intervient sur un de nos webinaires. Nous aurons encore plaisir de le retrouver, peut-être encore une fois cette année ou bien l'année prochaine. Fabrice ne manque jamais d'accepter nos invitations et nous en sommes particulièrement contents. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous encore et comme on le dit encore à Job, laissez-vous l'expression, on est ensemble. On est ensemble. Celle-là, je la connais au moins. On est ensemble. Merci à vous tous et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire de Digital Future Institute. Merci, au revoir.